Mais en ce sens, non, je pense pas qu'il y ait tant de monde que ça qui ait franchi forcément cette barrière du net. D'ailleurs, c'est assez amusant toujours parce que quand on se replonge un peu à discuter avec des gens qui ont des vrais business, en fait, on s'aperçoit qu'il y a plein de gens qui sont pas du tout connectés à ça. Il y a plein de restaurateurs qui ont pas de Facebook, qui regardent pas les avis, qui savent à peine ce que c'est, qui s'y intéressent pas, quoi, tout simplement. Et il y a il y a un énorme fossé, je pense encore à l'heure actuelle, malgré tout. Il y a une méconnaissance de la génération des 40, 50, 60 ans, enfin, vis-à-vis d'Internet, il y a une grosse méfiance. Moi-même, je suis pas d'une génération où on utilisait beaucoup Facebook, je suis pas né avec les smartphones. Et donc, c'est vrai qu'on a forcément un regard qui est différent sur cet aspect technologique. Ouais, on a, du moins dans ma Tu penses génération, que ça va beaucoup dans de les mal deux avec ça. sens et que des gens, par exemple, de ma génération sont ignorants des enjeux, des aboutissants, que ça serait de monter un projet immobilier ou d'avoir un centre d'appel ou d'avoir un restaurant? Bah, ouais, je pense que aujourd'hui, le système pour créer un business sur Internet a quand même simplifié beaucoup les choses. C'est-à-dire, enfin voilà, c'est avoir un business sur Internet pour beaucoup de gens, ça se résume à avoir un compte PayPal et un compte Stripe, et c'est à peu près tout ce dont tu as besoin finalement. Pour des business physiques, en réalité, on est dans une autre réalité où là, effectivement, c'est pas du tout la même façon d'envisager les problèmes. Sur le net, voilà, c'est des choses que j'ai du mal à faire comprendre, par exemple, à ma génération, c'est que ça sert à rien d'essayer de produire un service. Tu vois, j'ai un client, par exemple, qui a dépensé énormément d'argent dans un site internet enfin, quand je dis énormément d'argent, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros pour un truc qu'on aurait pu faire sur un WordPress pour quelques milliers tout au plus. Et même ça, j'aurais déconseillé de le faire avant d'avoir quelque chose à vendre. Donc on est vraiment sur des générations qui fonctionnent pas du tout pareil. Et c'est vrai que je pense que, pour prendre un exemple sur les dropshippers, par exemple aujourd'hui, où c'est un gros axe de développement, où tout le monde en parle en ce moment sur le net, tu peux pas faire, enfin tu vois, repasser dans le monde réel, c'est faire l'inverse exactement, c'est-à-dire prendre un entrepôt, mettre du stock, investir de l'argent, bloquer de l'argent, gérer toutes les problématiques, enfin beaucoup de paperasse, beaucoup de choses, d'ennuis. Et je pense que plein de gens en fait ont pas envie de s'y pencher, surtout dans ta génération, mais un peu dans la mienne, dans ceux qui sont passés sur le net. Une fois que tu es venu dans ce monde-là où effectivement tout est plus simple, t'as aucune raison, à moins de devenir fou, de vouloir te recompliquer la vie. Qu'est-ce qui fait du coup que tu as dit que la plupart des gens n'ont pas fait la transition? Qu'est-ce qui fait que toi, tu as été un de ceux qui l'a fait et aujourd'hui, tu es à fond dans tout ce qui est web et dans tout ce qui est emailing? Quelle était la différence, disons, entre toi? Qu'est-ce qui te distinguait de toutes les autres personnes que tu voyais à l'époque? La fainéantise et l'envie de partir. C'est à peu près les deux choses. Enfin, quand je dis fainéantise, c'est que ça t'oblige à développer des choses pour devenir plus feignant. Ça te rend plus créatif et ça t'oblige à chercher des petits trucs, des astuces, des choses pour faire la même chose, mais en plus facilement. Et la seconde étape, ça a été de vouloir partir impérativement. Il y a 7 ans, en fait, mon rêve, quand voilà, j'ai basculé mes activités, enfin, sur le net, c'était d'arriver à suffisamment de revenus pour pouvoir partir, quitter la France, parce que voilà, j'avais plus rien qui m'attachait non plus à devoir impérativement rester. J'ai été entrepreneur pendant longtemps, en fait, pendant des années. Ta boîte, c'est à la fois ton bébé, mais c'est aussi un boulet au pied, quoi, dans le sens où quand tu es une petite structure, quand t'as pas de quoi avoir, voilà, forcément euh, trois maillons hiérarchiques, les vacances, les fermetures, les ouvertures, c'est un peu toi qui les fais. Tu fais un peu tout et n'importe quoi. En réalité, t'es pas dans une situation qui te permet, voilà, d'avoir vraiment une vie épanouissante non plus, quoi. Quand tu gères toujours l'urgence, quand tu passes ton temps à jouer au pompier aussi, ça te fait 2 semaines de vacances bon an, mal an par an, et donc cette frustration, ça a donné l'envie, quand j'ai eu plus besoin d'avoir effectivement toute une grosse structure juridique, des salariés, des employés, des bureaux, des comptables, des machins, des trucs, et bien ça m'a permis justement de pouvoir partir. Et je pense qu'il y a plein de gens en fait qui envient cette vie-là aujourd'hui, mais qui n'ont pas forcément fait cette bascule-là. Il y a plein de gens que j'ai en ligne effectivement qui me le disent, qui aimeraient bien pouvoir faire la même chose, mais effectivement après, on peut pas arrêter une machine quand tu as une entreprise en France. Voilà, c'est le truc, c'est la machine, elle avance, que tu sois d'accord ou pas, tu peux pas arrêter comme tu l'entends, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire par tu peux pas arrêter comme tu l'entends parce qu'il y a trop de responsabilités? Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas la flexibilité de dire non ou de dire stop?
Bah, tu as déjà toute une structure qui est une énorme locomotive. Tu as beaucoup d'inertie dans tout ce qu'on fait. Quand tu as des employés, tu peux pas t'en séparer comme ça. Tu peux pas modifier du jour au lendemain. Tu peux pas dire, bon, voilà, j'ai bien réfléchi, finalement, ça marche pas, je vais arrêter. Ça marche pas comme ça, en fait. On va te demander des comptes, on te demande de respecter des procédures, il y a des règles, il y a des lois, il y a des choses à faire. Et puis derrière ça, évidemment, quand tu embauches des gens, l'idée, c'est pas de dire, bon, au bout d'un mois, bon, j'ai réfléchi, ça va pas être possible, finalement, ça me plaît pas, j'aimerais le faire autrement. Donc, c'est effectivement, c'est quelque chose qui est différent. Aujourd'hui, sur le net, voilà, on peut mettre une page de vente pour tester le produit, le service. Bon, si on le vend suffisamment, on estime que c'est bien et on continue. Si on en vend un tout petit peu, bah, on dit finalement, on a réfléchi, on va pas le faire et on rembourse tout le monde, ou alors on décide de pas le faire s'il n'y a pas suffisamment d'intérêt. Donc on a une souplesse sur le net qui n'existe pas dans la vie réelle. Il y a toute une... Enfin, du moins à mon époque, maintenant je pense que c'est toujours un peu le cas, mais ça dépend quel type d'activité tu fais en réalité. Mais quand tu prends un restaurant, par exemple, tu vois, tu es obligé de louer des locaux, d'embaucher des gens, d'avoir des serveurs, des machins, des trucs, tu fais des investissements. Tu peux pas tout de suite rebrousser chemin, quoi, parce que tu as trop injecté de temps, d'énergie et d'argent surtout dans l'histoire. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.